tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le bilan de mes lectures depuis la dernière fois. Je pense que c'était mes lectures à peu près de fin octobre jusqu'à mi-décembre. J'ai quand même 6 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 7 des Aventuriers de la mer de Robin Hood, donc Le Seigneur des Trois Règnes. C'est publié chez J'ai lu. Et vous le savez, moi je suis une inconditionnelle de la saga des Aventuriers de la mer que j'adore. Ici, ce tome-ci ne fait pas exception. J'ai adoré, surtout que le tome 6 nous laissait sur un cliffhanger avec une espèce de retournement de situation, un virage opéré dans l'histoire qui était vraiment hyper suspense, donc j'avais trop hâte de lire la suite. Donc là on retrouve le personnage d'Althea qui est embarqué sur le Parangon pour aller sauver Vivacia qui est le navire de sa famille en la Vive Nef. Donc ce sont des bateaux magiques où la figure de proue est en vie quelque part. Oh non, pas les travaux s'il vous plaît. Et elle est accompagnée de Brachen et de Ambre et elle a quelques difficultés à se faire respecter en tant que lieutenant puisque Brachen est le capitaine, ensuite il y a le second, je sais plus comment il s'appelle, et puis elle est troisième en fait, elle est le lieutenant et elle a un peu de mal à se faire respecter auprès des matelots. On va suivre aussi Malta qui est en très mauvaise posture, elle est avec le gouverneur et elle va vite se rendre compte qu'être une jeune fille pas mariée sans la protection d'un homme, c'est compliqué. On va suivre aussi Ronica, la grand-mère de Malta et donc la mère de Althea, qui est restée elle à Terrillville où il y a eu quand même un gros push politique, il y a eu un renversement, etc. Donc la ville est sans dessus dessous et elle va essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans la ville, notamment auprès des anciens marchands, puisqu'il y a une espèce de guéguerre politique entre les anciens marchands et les nouveaux marchands qui eux sont pro-esclavagisme alors que les anciens sont contre. Elle va essayer de laver l'honneur de sa famille puisque tout le monde pense que c'est des traîtres. Elle est un peu la paria de la ville, donc elle va quand même essayer de combattre ça et de se faire respecter. Et puis ensuite on va suivre aussi Yemen qui est donc le frère de Malta qui lui est auprès de Kenith, donc le roi des pirates qui a capturé la Vivacia, donc le bateau de la famille et que Althea cherche à sauver d'ailleurs. Et il va découvrir une vérité sur ce qu'est le bois sorcier dont sont constitués en fait ces vives nefs, ces navires magiques. Même si on s'attendait quelque part, moi je sentais venir cette révélation, mais le fait de le lire vraiment et de te dire ah oui ok c'est ça, ça fait du bien. Donc il y a vraiment des révélations intéressantes dans ce tome 7. J'ai beaucoup aimé ce tome 7 aussi parce qu'il est très féministe, il est très badass. On a des personnages féminins qui sont forts, qui sont loin d'être des pots de fleurs comme on a l'habitude de voir en fantasy. Elles sont confrontées aussi à des problématiques qui sont finalement assez contemporaines que toutes les femmes rencontrent quelque part dans leur vie. On a Malta qui elle se rend compte que dans un monde patriarcal c'est difficile d'être une femme et d'être une jeune femme sans la protection d'un homme, tu vois, malheureusement. On a aussi Althea qui, elle, souffre du gap d'autorité, elle a du mal à se faire respecter parce qu'en plus, Brachen, il y a une espèce de romance toute mignonne entre elle et Brachen veut bien faire mais il la surprotège et du coup ça la dessert au niveau de son autorité auprès des matelots. Donc elle est partagée entre cette attirance qu'elle a pour Brachen et son rôle de lieutenant, c'est compliqué. On a aussi Ceri qui est la compagne du gouverneur qui allait rester à Terrillville, qui pensait pouvoir gouverner à la place du gouverneur régner sur la ville, parce qu'elle a étudié dans ses bouquins la ville de Terrillville et qu'elle connaît, mais elle se rend compte que la réalité du terrain c'est pas pareil, et en plus de ça elle souffre du syndrome de l'imposteur et elle se fait plus ou moins manipuler par des hommes qui sont plus fins stratèges, en tout cas qui sont plus versés dans l'art de la politique qu'elle, qui n'a pas trop été éduquée pour ça. Donc c'est compliqué et voilà, toutes ces femmes sont confrontées à des problèmes qui finalement sont assez communs pour nous aussi dans la vie de tous les jours, donc j'ai trouvé ça super. C'est une belle dénonciation, c'est un bel exemple d'empowerment des femmes. Et pour une fois en fantasy, les femmes ne sont pas des personnages potiches et ça fait plaisir à lire. J'ai ensuite lu Comme une image de Magali Collet aux éditions Tornada. Je remercie Tornada qui m'a envoyé ce livre. J'ai bien aimé, voilà, c'est un petit thriller psychologique sans prétention mais qui fait bien le taf. On va suivre Lali qui est une gamine de 9 ans. C'est une petite fille vraiment flippante.
C'est un peu la petite fille modèle, donc elle est super bonne élève à l'école. Elle vit avec ses parents une vie plutôt paisible. Elle veut que tout le monde l'aime. Voilà. Elle veut être le centre de l'attention, elle veut être la star, elle veut que tout le monde l'aime. Mais sa vie va être bouleversée le jour où son père va partir avec sa maîtresse. Et la maîtresse de son père va tomber enceinte. La mère de Lali est complètement dévastée. Elle va essayer de récupérer son mari. Elle va elle-même tomber enceinte, essayer de le piéger en lui faisant un enfant dans le dos, entre guillemets. Et donc Lali va se retrouver avec 2 petits frères qu'elle n'avait pas voulu. Ils vont être le centre de l'attention des parents et elle, ça va pas du tout lui plaire. Et elle va tout faire, vraiment tout, pour retrouver l'attention qu'elle mérite parce que tout le monde doit aimer Lali, c'est une obligation. Elle est vraiment flippante cette gamine, donc on va traiter de la psychopathie de l'enfance, même si normalement ça n'existe pas. J'ai cru comprendre qu'en psychologie, la psychopathie n'arrivait que à l'âge adulte, enfin en tout cas était diagnostiquée qu'à l'âge adulte, mais bon là c'est une fiction on va dire. C'est une fillette qui cache bien son jeu. Parfois ça m'a un petit peu déroutée parce que je la trouvais très bébé dans sa manière de se comporter ou de parler par rapport à une gamine de 9-10 ans. Mais d'autres fois elle était hyper mature pour son âge parce qu'elle est très brillante, elle est très intelligente, etc. Du coup il y avait une espèce de dissonance où je trouvais que ça collait pas, tu vois. Alors j'ai pas d'enfants de 9-10 ans dans mon entourage et moi ça remonte un petit peu quand j'avais cet âge là, mais du coup je trouvais quand même qu'il y avait une espèce de dissonance, que ça collait pas, mais en même temps ça s'explique parce que l'autrice compare d'ailleurs Lali à une gamine comme si elle était sortie tout droit des années 60. Il y a ce côté un peu anachronique, un petit peu bancal chez elle, mais qui met mal à l'aise aussi, donc c'est assez intéressant, mais tout ça s'explique. Le style d'écriture est plutôt simple, voilà, c'est une intrigue qui est assez linéaire, c'est pas quelque chose de très fouillé. Moi j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu de densité, parce que j'aime bien les romans en tiroir avec des intrigues un peu fouillées. Là ça reste très simple, très linéaire mais assez efficace finalement, puisqu'on a envie de savoir la suite, on dévore les pages, les chapitres sont assez courts, ça se lit super bien. Ça m'a fait penser quand même à ce que propose aussi Jacques Expert, voilà, si ça peut vous aiguiller un petit peu sur le style d'écriture de Magali Collet. Voilà, c'était un petit thriller qui fait même pas 300 pages, ouais, 240 pages, qui se lit très bien, très facilement. C'est un page turner qui traite du côté psychopathe chez l'enfant. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos, c'est sympa. C'est peut-être pas le thriller de l'année pour moi, mais en tout cas j'ai passé un bon moment de lecture. Je poursuis avec un roman fantastique, il s'agit de Neverwhere de Neil Gaiman aux éditions J'ai lu. Neil Gaiman, je pense que vous le connaissez tous puisque c'est un auteur prolifique qui a écrit beaucoup de bouquins et qui est aussi scénariste de pas mal de séries télé, notamment Lucifer. Je crois qu'il y en a d'autres. Il y a eu pas mal de ces bouquins qui ont aussi été adaptés en série mais que je n'ai pas vu. Et j'avais très envie de découvrir l'univers de Neil Gaiman parce qu'il se rapproche quelque part de ce que peut faire Tim Burton et moi j'aime beaucoup Tim Burton. Et donc ici on va être sur un roman fantastique qui se passe à Londres. On va suivre Richard qui est un jeune homme, un trentenaire actif. Voilà, il a sa vie bien rodée, il travaille dans la city, enfin dans un bureau. Il a sa fiancée Jessica qui va bientôt épouser, qui est quand même un personnage assez antipathique puisqu'elle le mène un petit peu à la baguette. Il a une vie plutôt monotone et bien rangée. Jusqu'au jour où, alors qu'il se rend au restaurant pour un dîner assez important avec Jessica, une jeune fille en fait va se matérialiser subitement devant lui. Au milieu de la rue, et cette jeune fille semble en piteux état. Il a bon cœur Richard, il a envie de l'aider, sauf que Jessica va lui mettre un ultimatum, elle va lui dire non non mais tu la laisses, voilà c'est une clocharde, nous on doit se rendre à un dîner mondain qui est super important donc on va être en retard. Voilà. Sauf que Richard n'en fait qu'à sa tête, et il plante Jessica au beau milieu de la rue. Il lui dit vas-y toi à ton dîner, moi je vais aider cette jeune fille. Et d'ailleurs cette fille ne veut pas être amenée à l'hôpital, et elle semble très blessée et pourtant du coup Richard va la ramener chez lui pour la soigner. Et à partir de là, il va se rendre compte qu'il existe un autre monde, un Londres alternatif, le Londres d'en bas, le Londres des égouts. Et en fait cette jeune fille qui s'appelle Porte va l'initier en fait à ce nouveau monde et ça va être le début d'une quête, pleine de péripéties et de rebondissements, vraiment une épopée digne d'un roman d'heroic fantasy finalement, mais dans un univers très urbain, très citadin, avec ce côté égout, ce côté Londres un peu crasseux, un peu humide, un peu brumeux, etc. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il va découvrir ce Londres alternatif qu'il ne connaissait pas, un Londres fait de marginaux,
de personnes vraiment bizarres, de bras cassés un petit peu, et ça va être comme une véritable découverte du cours des miracles, un petit peu comme ce que proposait Victor Hugo avec le côté cours des miracles dans Notre-Dame de Paris, mais transposé au Londres. La prise en main de ce bouquin, j'avoue, n'était pas franchement évidente, puisque Neil Gaiman a quand même une écriture très dense. C'est parfois difficile de le suivre dans son délire. Il y a une espèce de confusion, surtout que le personnage de Richard est aussi un anti-héros. Ça, j'ai bien aimé le fait que ce soit un mec lambda qui est pas très doué en plus pour résoudre des énigmes, qui n'est pas très aventurier, qui ne sait pas se battre. Donc embarqué dans cette fine équipe, parce qu'ils vont être plusieurs lors de ce périple, c'est pas le meilleur des éléments, on va dire, de leur équipe. Mais il est quand même ultra attachant, il a bon cœur, il veut aider. Mais d'un autre côté, on est vraiment sur une thématique de la dualité, de la folie, de la santé mentale aussi. Bon, on se demande si tout ça ne se passe pas dans la tête de Richard et qu'il a peut-être tout inventé. On ne sait pas trop s'il n'est pas fou finalement. Donc il y a ce côté où on ne peut pas faire confiance à ce qu'on lit. Et c'était assez intéressant, et ça apporte vraiment un côté un peu brumeux, un peu voilà, où on ne sait pas trop, et ça j'ai bien aimé. Après voilà, c'était une bonne lecture, mais c'était pas je pense le meilleur de Neil Gaiman. Si vous en avez d'autres que vous avez aimés, n'hésitez pas à me conseiller d'autres livres de cet auteur, parce que même si j'ai bien aimé, c'était pas non plus incroyablement fou. Je poursuis ensuite avec Nom officiel de Dan Fesperman aux éditions Cherche Midi. Et je remercie les éditions Cherche Midi pour l'envoi de ce bouquin. Alors, c'était pas gagné d'avance pour moi parce que j'avais quand même un gros a priori sur la thématique de l'espionnage. Voilà, tout ce qui est CIA, espionnage, tout ça, c'est pas trop mon délire. En général, les romans d'espionnage, c'est quand même assez stéréotypé, très cliché, avec un côté très machiste, très testostéroné de l'agent secret, hyper badass, James Bond et compagnie. Donc moi je suis un petit peu réfractaire à ça, et pourtant là l'auteur prend complètement le contre-pied, puisqu'on va être sur la thématique de l'espionnage mais au féminin, et ça c'était un angle vachement original. Donc on va avoir une double temporalité, on va être à la fin des années 70 à Berlin-Ouest, en pleine guerre froide. On va suivre Hélène, qui est une jeune recrue de la CIA, qui elle s'occupe des planques. Voilà, elle gère toute la logistique, les plannings sur les planques qu'il y a à Berlin-Ouest. Et un jour, alors qu'elle check un petit peu le matériel d'écoute dans cette planque, elle va surprendre coup sur coup en fait deux conversations, deux entretiens clandestins qui ne sont pas consignés et qui ne devaient pas avoir lieu. Donc évidemment, comme elle est censée ne pas être là, elle se fait très discrète. Elle va surprendre une conversation un peu bizarre entre deux agents et une autre un peu plus tard dans la soirée, où va y avoir un viol entre une jeune recrue et son agent traitant qui va essayer de la violer. Et évidemment, Hélène ne va pas pouvoir laisser faire ça, elle va s'interposer alors qu'elle n'est pas censée être là, et elle va essayer de protéger la victime, la jeune femme, et de vouloir dénoncer cet agent traitant qui est très problématique. Visiblement, il n'en est pas à son coup d'essai. Avec l'aide de deux autres femmes qui travaille aussi dans la CIA, elle va essayer de fomenter sa vengeance, de constituer un dossier contre cet agent qui est quand même un agent reconnu, qui a le bras long, enfin il y a beaucoup de politique derrière, donc elle peut pas le discréditer comme ça, quoi. C'est compliqué, il faut apporter des preuves. Donc elle va se lancer dans une folle enquête qui va la mener à Paris, qui va la mener voilà, voyager avec plein de péripéties, de rebondissements. C'était hyper haletant, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et de notre côté, on va suivre Anna en 2014, qui est donc la fille de Hélène. Et il se trouve que Hélène et son mari, qui vivaient une paisible vie de retraité dans une ferme du Maryland, ils vont se faire assassiner dans leur lit par visiblement leur fils, qui est un peu attardé mental, donc le frère de Anna, qui va être inculpé. Et Anna, elle pense que son frère a été influencé par quelqu'un, enfin il aurait pas pu faire ça. Donc elle va commencer à enquêter avec l'aide du voisin, qui est lui-même un agent sous couverture. Elle va essayer de déterrer un petit peu les secrets de sa mère. Elle va se rendre compte que sa mère était espionne, était agent de la CIA quand elle était jeune, et elle se doutait même pas que sa mère avait eu ce passé-là. Elle va déterrer un petit peu les fantôme du passé de sa mère, et c'était plutôt intéressant. Voilà, moi j'ai bien aimé la double temporalité, j'ai aimé autant l'intrigue dans le passé que l'intrigue dans le présent. Dans le passé, les personnages féminins sont confrontés au sexisme ordinaire, d'autant plus à la fin des années 70, dans un milieu quand même assez macho qui est
l'espionnage, le renseignement, etc. J'ai trouvé ça hyper bien fait, c'est à la fois un peu rageant et en même temps c'est réaliste. Je trouve que même si l'auteur est un homme, il a réussi à saisir toutes ces subtilités, toutes ces embûches auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien. Et ça, c'était vraiment hyper bien traité. On apprend dans ce livre que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ici, elle va mettre des années à se faire. On est vraiment sur le côté MeToo de l'espionnage. Ça, j'ai bien aimé. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment malgré les a priori. Je m'étais dit, oulala, ça va pas être gagné. Et pourtant, c'était génial. C'est un roman qui est finalement profondément féministe. Donc j'ai beaucoup aimé. Je continue avec un petit classique de la littérature qui est Carrie de Stephen King aux éditions J'ai lu. Carrie, c'est un personnage qui est complètement rentré dans la pop culture. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Carrie, même si vous n'avez pas lu le livre ou que vous n'avez pas vu le film, tout le monde connaît Carrie avec sa robe de bal et le sang sur elle. Et j'avais très envie de lire vraiment l'œuvre originale. Et c'est chose faite, je suis plutôt contente. Ça sera pas mon Stephen King préféré parce que pour moi, je reste quand même assez fan de Misery et de Christine. Mais en tout cas, Carrie était quand même un bon petit Stephen King. D'ailleurs, c'est son premier roman, je crois, qui a été publié. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir Stephen King. Parce qu'il fait pas peur, hein. On estampille souvent Stephen King comme le maître de l'horreur et on croit que ça fait peur, mais ça fait pas tant peur que ça, c'est quand même assez psychologique et bien construit. Ici donc on va suivre Carrie qui est une jeune adolescente de 16 ans qui est un peu le souffre-douleur de ses camarades au lycée depuis des années. La pauvre, elle est un petit peu marginale, elle est un petit peu mal aimée. En plus de ça, elle vit sans père, elle n'a jamais connu son père et sa mère est hyper croyante et la fait vivre dans une espèce de terreur du diable, du péché, etc. Que ce soit à la maison ou à l'école, ça se passe plutôt mal pour elle. Et un jour, alors qu'elle est au vestiaire après le cours de gym, d'ailleurs cette scène d'introduction est juste épique. Elle est dans le vestiaire avec ses camarades, elle prend la douche, etc. Et là, elle va avoir ses premières règles. Évidemment, elle ne sait pas ce que c'est, sa mère ne lui en a pas parlé et elle croit faire une hémorragie, la pauvre. Évidemment, ses camarades de classe se moquent d'elle, lui balancent des tampons et des serviettes hygiéniques à la tronche. Enfin, cette scène est d'une violence inouïe, mais c'est tellement impactant. Et en fait, cette première scène va conduire à la scène finale que tout le monde connaît, Carrie au bal de promo, qui va être élue reine du bal et qui va se faire déverser un seau de sang de porc sur elle avec sa belle robe de bal et qui va commencer à péter un câble et à foutre le feu partout, puisque depuis sa plus tendre enfance, Carrie est dotée d'un don, celui de la télékinésie, donc elle peut faire bouger les objets, enfin voilà, elle peut animer les choses par la pensée. Et ce récit a une construction plutôt intéressante. Et en fait, on va suivre le cheminement entre cette scène d'introduction dans les vestiaires et la scène finale au bal. Sue, qui est une de ses camarades qui a participé au lynchage dans le vestiaire et qui se repent, voilà, elle se dit j'ai mal agi. Du coup, elle va demander à son petit ami de bien vouloir accompagner, être le cavalier de Carrie au bal de promo. Elle croit faire une bonne action, mais finalement ça va virer au drame puisque une autre de ses camarades, la garce du lycée qui s'appelle Chris, je crois, accompagnée de son petit ami, ils vont fomenter un mauvais coup pour Carrie. Donc c'est eux qui vont être responsables du fameux sang de porc qui va se déverser et qui va déclencher ensuite la catastrophe dans toute la ville. J'ai beaucoup aimé la construction de ce roman qui est assez intéressant puisqu'on va suivre l'histoire de Carrie et des camarades avec les différents points de vue des personnages, mais aussi ça va être entrecoupé d'extraits de journaux, d'extraits d'études sur la télékinésie, d'études scientifiques, des journaux intimes, des témoignages de tel ou tel personnage dans les médias, etc. Donc ça rappelle un petit peu ce que fait Bernard Werber aussi quand il entremêle son récit d'études, de faits, etc. Et ben c'est un peu pareil, donc comme quoi Bernard Werber n'a rien inventé. C'était assez original, voilà, j'ai bien aimé. En plus c'est un petit roman qui fait moins de 300 pages, qui se lit vraiment hyper facilement, hyper rapidement. C'est très visuel, c'est très graphique, le sang est omniprésent, le rouge, la couleur rouge aussi est très très présente, d'ailleurs on le voit à la couverture. Voilà, c'est très graphique, très impactant, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas mon préféré de Stephen King comme je disais, mais c'est un très bon Stephen King. Et je termine avec le dernier livre de ce bilan lecture qui est Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Fluke. Donc c'est le 6e tome des enquêtes d'Anna Swanson, c'est publié au Cherche Midi. Et ce beau bébé qui fait quand même... combien il fait ?
presque 600 pages, regroupe en fait 2 tomes. Donc le premier tome, biscuit, meurtre et biscuit au sucre, et le deuxième tome, meurtre et cobbler aux pêches. Je sais pas si on dit cobbler ou cobbler. Bref, moi je dis cobbler. Dans le premier tome, on est à la période de Noël, juste avant Noël, où tous les habitants de Lake Eden participent à la création d'un livre de cuisine. On le voyait déjà dans le précédent tome, ils étaient en train d'élaborer des recettes qui vont mettre dans un livre de cuisine de la ville. Et pour tester ces recettes, ils ont organisé un grand banquet de Noël dans le centre communautaire, qui est un peu une espèce de grande centre culturel, salle des fêtes, etc. Donc ils vont faire ce repas citoyen, ce repas de Noël avec tous les habitants qui vont être réunis au même endroit. Donc on est vraiment dans un huis clos, d'autant plus qu'il y a une tempête de neige dehors, donc c'est très dangereux de sortir. Donc ils vont rester là, et évidemment Anna va tomber sur un cadavre sur le parking derrière la cuisine, enfin derrière l'arrière-boutique de la cuisine, le garde-manger plutôt. Elle va tomber sur le cadavre d'une femme qui est la nouvelle épouse de... je sais plus comment il s'appelle, d'un mec qui a largué sa précédente femme pour se mettre avec cette nouvelle épouse qui est un peu bling bling, c'est une bimbo de Las Vegas, etc. Pas grand monde ne l'aime d'ailleurs. Et elle va être retrouvée assassinée sur le parking. Donc Anna va mener l'enquête, d'autant plus que en fait c'est un huis clos. Donc l'assassin n'aurait pas pu partir puisqu'il y a une tempête de neige dehors. Donc l'assassin est toujours enfermé dans ce centre communautaire. Donc elle va essayer de mener l'enquête en compagnie de ses sœurs, en compagnie de Norman, en compagnie de Mike. C'était sympa, mais pour moi c'était pas le meilleur parce que le huis clos, d'habitude j'adore les huis clos, mais là je trouvais que c'était assez étouffant. On est sur un grand banquet avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Moi c'est quelque chose que dans la vraie vie je déteste. Donc j'étais pas bien, c'était loin de l'ambiance cosy, cocooning, pâtisserie que j'aime bien dans les cozy mystery. Là on n'était pas trop dans un côté cosy. Alors certes on était enfermés, hein, c'était le côté huis clos, mais j'ai trouvé ça un peu angoissant. C'était pas la meilleure enquête d'Anna Swanson, j'ai trouvé. Heureusement il est plutôt court, et ensuite on enchaîne avec meurtre et cobbler aux pêches, que j'ai un petit peu plus aimé, même si voilà on retrouve toujours les arcs narratifs. Et je constate aussi qu'à chaque fois les personnages qui meurent, c'est pas les personnages qu'on aime le plus, soit c'est des personnages qui viennent d'arriver, qu'on connaît assez peu, où le lecteur n'a pas eu le temps de s'attacher à eux, soit c'est des personnages qui sont en rivalité avec Anna, notre personnage principal, notamment dans ce tome Cobbler aux pêches, où on a une rivale qui était déjà présente dans les précédents tomes et qui est une rivale sentimentale puisqu'elle tourne autour de Mike, qui est un des prétendants de Anna, et aussi elle va être doublement sa rivale puisqu'elle va ouvrir une pâtisserie qui va faire concurrence, voilà, juste en face du Cookie Jar. Elle va ouvrir une pâtisserie qui va être en concurrence et qui va piquer la clientèle de Anna. Et donc forcément, quand cette femme va se faire assassiner, ça va bien arranger les affaires de Anna, qui va se retrouver suspecte. Forcément, elle avait un mobile. Donc, pour prouver son innocence, elle va enquêter. On est quand même sur un schéma qui est récurrent. En même temps, dans ce genre de cozy mystery, on s'attend pas à autre chose. Hein. On sait dans quoi on s'embarque. On sait que ça casse pas trois pattes à un canard, que c'est bourré de clichés, que l'autrice utilise les mêmes ficelles narratives encore et encore. Et même si j'aime bien, je commence un petit peu pas à me lasser. Enfin, je commence à me lasser. Je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut vraiment espacer, enfin lire de manière espacée pour ne pas faire une overdose de sucre, je pense, et de pâtisserie. Ça commence un petit peu à baisser, alors peut-être que c'est ce tome 6 qui est moins bon que les autres, je sais pas. Apparemment le tome 7 qui s'appellera Meurtre et cheesecake aux cerises, il sortira en janvier 2023, mais je pense que je le lirai plutôt au printemps, voilà, parce qu'il faut laisser un peu d'espace entre, sinon on a vite fait de se lasser, mais bon, après ça reste une lecture doudou. C'est le genre de livre où tu poses ton cerveau, tu sais que tu vas passer un bon moment. En plus, il y a des recettes de gâteaux dedans. Donc c'est cosy, c'est chouchou, voilà. Donc j'ai quand même passé un bon moment, même si c'était un petit peu en dessous des précédents. Voilà, c'en est tout pour mon bilan lecture qui était quand même assez long, parce que j'avais pas mal de livres à vous parler. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres,
qu'est-ce que vous avez lu aussi dernièrement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça fera plaisir à l'algorithme et aussi à moi accessoirement. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!